L'invitation arriva par un après-midi chaud et humide de juillet, à Lagos. Ce genre de chaleur qui colle à la peau et rend l'air lourd, dense de secrets indicibles. Le papier était épais, d'un crème lourd, avec le blason de la République du Nigeria gravé en or étincelant sur la partie supérieure, un sceau de pouvoir et de promesse. Les mots, dessinés d'une calligraphie élégante et précise, semblaient danser sur la page, une valse d'encre sur le parchemin. Amara les lut 1, 2, 3 fois. Ses doigts, fins et soignés, tracèrent le nom de son mari, le colonel Adekunle Chukwuma, l'un des hommes les plus prometteurs du nouveau régime militaire, un architecte, selon lui, d'une nouvelle ère. L'invitation était pour un dîner exclusif, secret, qui devait se tenir dans la résidence de l'un des plus hauts officiers de l'armée. Seuls les hommes les plus importants, les piliers de la nouvelle nation, seraient là présents. L'objectif, disait la calligraphie séduisante, était de consolider l'unité et tracer l'avenir de notre nation bien-aimée. Amara sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. C'était la reconnaissance que son mari méritait, le fruit de nuits blanches et d'un risque calculé. Il avait tout misé sur le coup d'État de janvier, un mouvement qui, selon lui, était une chirurgie douloureuse, mais nécessaire, pour débarrasser le Nigeria du cancer de la corruption qui infestait les politiciens de la Première République. Maintenant, ils étaient au pouvoir. Ils étaient la nouvelle élite, l'avant-garde d'un Nigeria renaissant. L'avenir semblait brillant, aussi brillant que l'or sur l'invitation. Elle ne savait pas, personne ne pouvait savoir, que ce morceau de papier n'était pas une invitation pour l'avenir, mais une condamnation à mort. Elle n'imaginait pas que de cette soirée de gala, de ce dîner secret pour célébrer l'unité, personne, absolument personne, ne sortirait vivant. C'est l'histoire d'une nuit qui a plongé une nation dans les ténèbres, une nuit où le plat principal servi fut la trahison, et le dessert, le sang. La nuit du 29 juillet 1966, la nuit où le Nigeria se dévora lui-même. Pour comprendre la complexité du piège qui était méticuleusement monté, nous devons rembobiner la bande de l'histoire, revenir au début tumultueux de cette même année. Le Nigeria, géant de l'Afrique fraîchement indépendant de la Grande-Bretagne en 1960, était un colosse aux pieds d'argile, une nation au potentiel immense, mais fracturée par des fissures profondes, des lignes ethniques et religieuses plus fortes que tout sentiment d'identité nationale. Le nord, vaste et aride, était majoritairement Haoussa et Peul, de foi musulmane et doté d'une structure sociale féodale et traditionnelle. L'ouest, dynamique et commercial, était majoritairement Yoruba, avec un mélange complexe de christianisme, d'islam et de religion traditionnelle. Et l'est, verdoyant et dense, était la terre du peuple Igbo, majoritairement chrétien, connu pour son esprit d'entreprise et son adhésion à l'éducation occidentale. La Première République fut une tentative précaire de coudre ces trois mondes en une seule nation, mais la corruption endémique, le népotisme et le tribalisme féroce érodèrent les fondations de cette union. La tension était palpable sur chaque marché, dans chaque caserne. L'air, normalement parfumé à l'arôme de jasmin et de terre mouillée, sentait la poudre. Le 15 janvier 1966, cette tension explosa avec la force d'une bombe. Un groupe de jeunes officiers de l'armée, pour la plupart Igbos, idéalistes et impatients, mené par le charismatique major Chukwuma Kaduna Nzeogwu, organisa un coup d'État. Ils l'appelèrent « Opération Damissa », Léopard, et ils chassèrent. Ils assassinèrent le Premier ministre, Abubakar Tafawa Balewa, un nordiste. Ils assassinèrent le puissant Sardaouna de Sokoto, Amadou Bello, le leader politique et spirituel incontesté du Nord. Le coup d'État fut brutal, mais ses auteurs le voyaient comme une purification par le feu. Le mari d'Amara, le colonel Chukwuma, ne faisait pas partie des planificateurs initiaux, mais comme beaucoup d'officiers Igbos, il adhéra rapidement au nouveau régime lorsque le général Johnson Aguiyi Ironsi, l'officier le plus haut gradé de l'armée et également Igbo, prit le contrôle du pays. Pour Amara, la vie changea du jour au lendemain. La poussière de son modeste village de l'Est fut remplacée par l'éclat poli des résidences d'Ikoyi, le quartier le plus noble de Lagos. Elle, qui négociait autrefois les prix au marché local, fréquentait désormais des réceptions avec des diplomates aux accents étranges et organisait des thés pour les épouses des autres officiers, un ballet de sourires et de conversations chuchotées. Son mari, Kunle, autrefois un homme concentré et souvent absent en mission, était maintenant une figure centrale du nouveau gouvernement. Ses yeux brillaient d'une nouvelle intensité lorsqu'il parlait du
Nouveau Nigeria, une utopie où l'ethnie serait une note de bas de page dans la biographie d'un homme, pas le titre. Une nation où le mérite, et non la lignée, ouvrirait les portes. Une nation unifiée. Mais l'unité était un mirage dans le désert du ressentiment. Le coup d'État de janvier, aussi noble que fut l'intention de certains, fut perçu très différemment à travers les yeux du Nord. Là-bas, ce ne fut pas une chirurgie patriotique, ce fut un massacre ethnique. Ce fut un coup d'État Igbo. Les principaux dirigeants politiques et militaires du Nord avaient été brutalement tués, tandis que les dirigeants Igbos, comme le président Nnamdi Azikiwe, furent commodément épargnés. Le général Ironsi, en prenant le pouvoir, commit une erreur fatale. Il s'entoura de conseillers Igbos et, le 24 mai, publia le décret d'unification Néoro 34 qui abolissait la structure fédéraliste du pays, qui garantissait une certaine autonomie régionale en faveur d'un État unitaire, centralisé. Pour les nordistes, ce fut la preuve définitive, la confirmation de leur pire crainte, un plan Igbo pour dominer le vaste et divers Nigeria. Le ressentiment, autrefois un murmure, devint un rugissement souterrain, un volcan sur le point d'entrer en éruption. Des officiers nordistes, humiliés, qui avaient perdu leur mentor et voyaient leur carrière menacée, commencèrent à se rencontrer en secret, dans l'ombre des casernes, sous le manteau de la nuit. Ils chuchotaient la vengeance. Ils parlaient de Araba, un mot Haoussa chargé de fureur et de douleur, qui signifie « séparons-nous ». Le contre-coup d'État était planifié, non pas avec la passion impulsive du coup de janvier, mais avec la précision froide et calculatrice d'une chasse. Et l'invitation pour le dîner, ce beau morceau de papier, était l'appât. Amara aida son mari à s'habiller ce soir-là. Il choisit son uniforme de gala, le blanc impeccable contrastant avec sa peau sombre, les médailles polies brillant sur sa poitrine comme de petites étoiles. Il ressemblait à un dieu, invincible. « Ne t'en fais pas, mon amour, » dit-il, sentant la légère tension sur ses épaules alors qu'elle ajustait son col. Il l'embrassa sur le front. « Ce sera une longue nuit de discussion, mais c'est nécessaire. Nous construisons des ponts, Amara. Enfin, nous construisons des ponts sur ces divisions. » Elle força un sourire, un effort qui n'atteignit pas ses yeux. « Rentre juste à la maison, Kunli. Reviens-moi. » Il y avait une anxiété qu'elle ne pouvait nommer, un nœud froid et serré dans son estomac. C'était la même sensation qu'elle avait eue la nuit du premier coup d'État, l'incertitude vertigineuse de ce que le lendemain apporterait. Mais son mari rit, d'un rire plein et confiant. « Je reviens toujours, » dit-il, et il sortit par la porte, sa silhouette imposante étant avalée par l'obscurité. Le bruit du moteur de la voiture s'éloignant fut le dernier son de son ancienne vie, un son qui fut bientôt remplacé par le chant insistant des cigales et par un silence de mauvais augure. Ce qu'Amara et son mari ne savaient pas, c'est que le dîner n'était pas un événement unique. C'était une toile d'araignée, une opération à multiples facettes, étendue à travers tout le pays. L'appât le plus important avait été placé pour le plus gros poisson. Le chef de l'État lui-même, le général Aguiyi Ironsi. Ce jour-là, il était en visite officielle à Ibadan, la capitale de la région ouest, hébergée à la maison du gouvernement par le gouverneur militaire local, le lieutenant-colonel Adekunle Fajuyi. Fajuyi était Yoruba, pas Igbo, un soldat de carrière connu pour son code d'honneur inflexible et sa loyauté envers la chaîne de commandement. Un dîner formel avait été organisé en l'honneur d'Ironsi la veille, le 28. Le matin du 29, alors que le colonel Chukwuma se préparait pour son propre dîner à Lagos, des troupes nordistes, dirigées par un jeune et ambitieux major nommé Théophilus Danjuma, encerclèrent la maison du gouvernement à Ibadan. L'excuse initiale, donnée aux gardes, était qu'ils enquêtaient sur des rumeurs d'un nouveau coup d'État, mais l'intention était mortellement claire. Ce qui suivit fut l'un des actes les plus brutaux et, paradoxalement, les plus nobles de l'histoire mouvementée du Nigeria. Les soldats, menés par Danjuma, envahirent la résidence et confrontèrent le général Ironsi. Ils l'arrêtèrent. Puis, ils se tournèrent vers l'hôte, le colonel Fajuyi. « Nous ne prenons que le général, » dirent-ils. « Une offre de survie. Vous pouvez rester. Notre problème n'est pas avec vous. » La réponse de Fajuyi entrerait dans la légende. Il refusa. Avec un calme qui exaspéra ses ravisseurs, il déclara qu'Ironsi était son invité, qu'il était sous son toit et sa protection. L'honneur Yoruba lui interdisait de livrer un invité à la mort. S'il prenait Ironsi, il devrait le prendre lui aussi. Et c'est ce qu'ils firent. Les deux hommes, le chef de l'État Igbo et son hôte Yoruba,
furent ligotés, jetés à l'arrière d'un Land Rover et emmenés dans une forêt aux abords de la ville. Là, ils furent brutalement battus et fusillés. L'unité que le mari d'Amara rêvait de construire était incarnée de façon tragique dans la mort de ces deux hommes, l'un mourant pour son peuple, l'autre pour ses principes. Pendant ce temps, à Lagos, la symphonie du chaos ne faisait que commencer. Le prétendu dîner secret, auquel le colonel Chukwuma avait été invité, n'a jamais existé. C'était une ruse, un fantôme. Dès que lui et des dizaines d'autres officiers Igbos, de haut et moyen rang, arrivèrent au lieu désigné, qui était en réalité des casernes, des résidences d'officiers conspirateurs ou des lieux isolés, ils furent encerclés, désarmés et arrêtés par des soldats nordistes. Les communications furent coupées avec une précision militaire. L'aéroport d'Ikeja fut pris. Les ponts furent bloqués. Des soldats nordistes, armés non seulement de fusils, mais aussi de listes de noms, se répandirent dans la ville, une chasse à l'homme sous le voile de la nuit. Ils allèrent de maison en maison, de bureau en bureau, traquant les officiers Igbo. C'était une purge, une opération chirurgicale de vengeance. Le lieutenant-colonel Yakubu Gowon, un nordiste, un chrétien d'une minorité ethnique du Nord, une figure jusqu'alors considérée comme modérée, émergea comme le cerveau de l'opération, le nouvel homme fort de la nation. Dans sa maison d'Ikoyi, Amara attendait. Les heures s'écoulaient avec une lenteur atroce. L'horloge à pendule sur le mur semblait se moquer d'elle. Chaque tic-tac un marteau frappant son anxiété croissante. 21 heures, 22 heures, 23 heures, minuit. Elle appela le bureau de son mari. Le téléphone sonnait, jusqu'à ce que la ligne coupe. Elle appela les maisons d'autres épouses d'officiers, ses nouvelles amies. Soit le téléphone sonnait à l'infini, soit une voix terrifiée chuchotait à l'autre bout du fil que son mari était également parti pour une réunion urgente et n'était pas revenu. La peur, autrefois un nœud dans l'estomac, commença à se solidifier dans sa poitrine, froide et lourde comme du plomb fondu. Vers 1 heure du matin, l'électricité clignota et s'éteignit, plongeant le quartier riche dans une obscurité primitive. L'obscurité totale fut remplie de sons étranges, amplifiés par le silence. L'aboiement frénétique et désespéré des chiens du voisinage. Le son lointain, mais indubitable, d'une jeep militaire freinant brusquement, le crissement des pneus sur l'asphalte. Et puis, un son qu'elle n'oublierait jamais, un son qui déchira la nuit et son cœur. Un seul coup de feu, étouffé par l'humidité, mais clair comme du cristal. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que le coup de feu lui-même. L'air, autrefois lourd d'humidité, était maintenant chargé de mort. Dans une panique glaciale, elle verrouilla les portes, vérifia les fenêtres et rassembla ses 2 jeunes enfants qui dormaient profondément dans leur chambre, innocents de la terreur qui se déroulait dehors. Elle les emmena dans la pièce la plus intérieure de la maison, loin des fenêtres. Elle s'assit dans le noir, les serrant dans ses bras, écoutant, chaque fibre de son être un récepteur de peur. Chaque voiture qui passait dans la rue faisait battre son cœur à tout rompre. Elle priait, non pas avec des mots, qui refusèrent de venir, mais avec un désespoir muet, une supplication primale à l'âme de l'univers, pour que son mari soit en sécurité, pour que tout cela ne soit qu'un terrible cauchemar dont elle se réveillerait bientôt, avec le premier rayon de soleil. Mais l'aube n'apporta aucun soulagement. Au contraire, elle apporta la confirmation glaciale. La radio, qui jouait auparavant la musique vibrante du high life, ne diffusait plus que des marches militaires et un communiqué grésillant, lu par une voix grave et sans émotion. Elle annonçait un changement de direction. Elle parlait de restaurer l'ordre et de corriger les graves erreurs du passé. Elle ne mentionnait pas de nom, ne parlait pas de mort, mais la vérité était dans les non-dits, dans le ton métallique de cette voix. Le nouveau Nigeria de son mari était mort, et lui, très probablement aussi. Les jours qui suivirent furent un flou de terreur et de confusion. Les nouvelles arrivaient par fragments, comme des éclats d'un miroir brisé, chuchotés par des employés terrifiés, par des amis qui osaient passer un appel rapide avant que les lignes ne soient à nouveau coupées. Ils parlèrent de ce qui s'était passé à Abeokuta, où des soldats Igbos du 4e bataillon furent rassemblés, désarmés et massacrés dans leur propre caserne. Ils parlèrent de ce qui s'était passé à Kano, au cœur du Nord, où la nouvelle du contre-coup d'État fut l'étincelle d'un pogrom d'une fureur inimaginable. Des foules enragées, parfois incitées et aidées par des soldats, traquaient les civils Igbo dans les rues, sur les marchés, dans leurs maisons. Hommes, femmes et enfants qui n'avaient rien à voir avec la politique de Lagos, qui n'étaient que des commerçants, des artisans, des enseignants, furent poignardés, battus à mort, simplement à cause de leur ethnie.
La vengeance pour le coup d'État de janvier ne se limita pas aux militaires. Elle se propagea comme un incendie de brousse, consumant des milliers d'innocents. La haraba, le désir de séparation, devenait une réalité ensanglantée. Amara resta enfermée dans sa maison pendant près d'une semaine, une prisonnière terrifiée dans sa propre cage dorée. Elle ne connaissait pas le sort exact de son mari. Certains disaient qu'il était en prison. D'autres, qu'il avait été emmené à la caserne d'Ikeja. Une voisine, l'épouse d'un diplomate européen, réussit à lui faire passer un court message, écrit sur un bout de papier « Fuyez, prenez vos enfants et fuyez vers l'Est. Personne n'est en sécurité ici. » La fuite fut un cauchemar. Déguisée en paysanne Yoruba, avec ses enfants attachés dans son dos et sur sa poitrine, elle paya un commerçant Yoruba, compatissant pour la cacher à l'arrière de son camion Bedford, sous des sacs d'ignams et de manioc qui sentaient la terre. Le voyage vers l'Est, qui aurait normalement duré une journée, prit 4 jours de pure terreur. À chaque poste de contrôle, tenu par des soldats nordistes aux yeux froids et aux fusils prêts, son cœur s'arrêtait. Ils cherchèrent des hommes Igbos en âge de combattre, mais la suspicion pesait sur tous ceux qui avaient un accent de l'Est. Elle entendit des histoires d'hommes traînés hors des bus et exécutés sommairement sur le bord de la route. Elle vit la peur primale dans les yeux de ses compagnons de voyage. Le pays que son mari avait rêvé d'unir se brisait en deux, et elle voyageait le long de la faille géologique. Quand elle traversa enfin le majestueux pont sur le fleuve Niger et arriva à Onitsha, au cœur du territoire Igbo, la scène était un chaos organisé. Des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés comme elle arrivaient chaque jour, un fleuve humain de misère. Ils n'apportaient avec eux que les vêtements qu'ils portaient et des histoires d'horreur qui défiaient l'imagination. C'étaient les survivants des massacres du Nord et de l'Ouest. La région de l'Est, sous la direction de son gouverneur militaire, le charismatique et têtu lieutenant-colonel Odumegwu Ojukwu, devenait un sanctuaire et, en même temps, une poudrière. Ce fut dans un camp de réfugiés surpeuplé à Enugu qu'Amara apprit enfin la vérité sur son mari. Un jeune officier, l'un des aides de Kunle, qui avait réussi à s'échapper de Lagos par miracle, la trouva. Ses yeux étaient vides, hantés par le souvenir. Il raconta comment le colonel Chukwuma et d'autres officiers furent emmenés à la caserne d'Ikeja. Il n'y eut pas de procès, pas même un interrogatoire formel. Ils furent emmenés sur un terrain, alignés et fusillés. Le jeune officier ne s'en était sorti que parce qu'il avait été confondu avec un planton et avait réussi à se cacher dans un entrepôt. « Il a été courageux, madame », dit le jeune homme, la voix brisée. Jusqu'à la fin, il criait l'unité du Nigeria. Amara ne pleura pas. Les larmes s'étaient taries. À leur place, il y avait un vide glacial, une rage silencieuse et profonde. L'unité pour laquelle son mari était mort était le plus grand des mensonges. La nation pour laquelle il avait donné sa vie l'avait trahi et assassiné. Le dîner secret, le piège du 29 juillet 1966, ne fut pas la fin de l'histoire. Ce fut le commencement de la fin. Le contre-coup d'État et les pogroms qui suivirent entraînèrent un exode massif de plus d'1 million d'Igbos vers leur terre natale à l'Est. La confiance entre les peuples du Nigeria fut irrémédiablement brisée. Le gouverneur de l'Est, Ojukwu, voyant son peuple massacré et sentant qu'il ne pouvait plus être protégé au sein de la fédération nigériane, fit la seule chose qu'il sentait pouvoir faire. Le 30 mai 1967, moins d'1 an après cette nuit fatidique, il déclara l'indépendance de la région de l'Est en tant que République du Biafra. La réponse du gouvernement fédéral nigérian, désormais fermement sous le contrôle de Yakubu Gowon, fut immédiate et implacable. La guerre totale. La guerre civile nigériane, plus connue sous le nom de guerre du Biafra, dura 3 années terribles et coûta la vie à plus de 2 millions de personnes, l'écrasante majorité étant des civils biafrais qui moururent non seulement de balles et de bombes, mais de faim, dans l'une des pires crises humanitaires du XXe siècle, avec des images d'enfants squelettiques qui choquèrent le monde. Tout cela, toute cette souffrance, toute cette mort, trouve son origine dans cette nuit de tromperie. L'invitation à un dîner qui n'a jamais eu lieu, une promesse d'unité utilisée comme la plus meurtrière des armes. L'histoire d'Amara est l'histoire de milliers de femmes qui ont perdu leur mari, leurs fils et leurs frères dans cette purge. C'est l'histoire d'une nation qui, au bord de la grandeur, a regardé dans l'abîme et a décidé de sauter. Le contre-coup d'État de 1966 est une blessure profonde et purulente dans la psyché nigériane, un souvenir de trahison si viscérale que ces cicatrices sont encore visibles aujourd'hui dans les tensions politiques et ethniques qui persistent. L'ironie est dévastatrice. Les officiers nordistes qui planifièrent le contre-coup d'État
le firent au nom de la vengeance pour l'assassinat de leur leader, mais ce faisant, ils déclenchèrent un cycle de violence exponentiellement plus grand qui faillit détruire le pays qu'ils prétendaient sauver. Personne n'est sorti victorieux de cette nuit. Les morts furent enterrés dans des fosses communes, leur rêve d'un nouveau Nigeria enterré avec eux, et les vivants, les conspirateurs qui prirent le pouvoir, héritèrent d'un pays en flammes. Cette invitation, avec ses lettres dorées et ses promesses d'avenir, repose au fond d'un coffre poussiéreux dans la mémoire collective de l'Afrique. C'est un témoignage silencieux de la façon dont les plus grandes tragédies commencent souvent par les gestes les plus banals. Une poignée de main, un faux sourire, une invitation à un dîner secret d'où, en effet, personne n'est sorti vivant. Car même ceux qui ont survécu physiquement, comme Theophilus Danjuma ou Yakubu Gowon, ont porté à jamais les fantômes de cette nuit. Et la nation nigériane, qui a survécu à la guerre et s'est réunifiée sous le slogan « Ni vainqueur, ni vaincu », n'a plus jamais été la même. L'innocence, si tant est qu'elle ait jamais existé, est morte, avec les hommes qui ont été trompés par une invitation à dîner, par une nuit chaude et humide de juillet, quand le ciel d'Afrique se remplit d'étoiles et le sol se remplit de sang.